La Crimée s'embrase à nouveau. Des drones ukrainiens ont frappé une base militaire appartenant à la flotte de la mer Noire à Sébastopol. Un bateau d'assaut russe au large du port de Zelezny a été ciblé par un Bayraktar TB2 et coulé. Les radars situés derrière les lignes de front ont été réduits au silence un par un. Ces attaques n'ont pas eu lieu le même jour, mais elles ont toutes proclamé la même vérité. Aucun front, aucun pont, aucun radar n'est plus sûr pour la Russie. Alors que signifient ces mouvements précis et profonds de l'Ukraine pour la Russie? Vers 3h40 du matin, le 21 août, le rythme de la guerre à Sébastopol a de nouveau changé sous l'ombre des systèmes sans pilote. Des explosions puissantes qui se sont succédées dans la région considérée comme le cœur de la flotte de la mer Noire ont mis le commandement russe en état d'alerte. Alors que d'épais nuages de fumée enveloppaient l'horizon de la ville, l'une des zones où les explosions ont été les plus ressenties était la région du Cap Philent. Ici, de puissants tremblements qui ont perduré toute la nuit ont clairement indiqué que l'infrastructure militaire de la région avait été ciblée. Cependant, les autorités locales ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un exercice d'entraînement. Les images satellites de la NASA apparues peu après l'incident ont toutefois corroboré l'attaque. Ces images ont détecté un incendie de grande ampleur dans la zone où était stationnée une unité militaire affiliée à la flotte de la mer Noire. Les traces thermiques reflétées par le satellite suggèrent que la cible aurait été frappée à plusieurs endroits. Des sources ukrainiennes soulignent que l'attaque visait le quartier général de la marine russe. Il est connu qu'une unité affiliée à l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie est actuellement stationnée dans cette installation. À la suite de l'attaque, des fermetures de sécurité temporaires ont été mises en place sur les routes logistiques de la région et les mouvements ont été placés sous contrôle. En termes de commandement et de contrôle, les dommages infligés à l'infrastructure axée sur le commandement de l'unité indiquent que la frappe visait non seulement des objectifs physiques, mais aussi fonctionnels. Cette attaque a encore renforcé l'évaluation selon laquelle la présomption de sécurité des zones arrières pour les unités stationnées en Crimée s'est affaiblie. La priorité sur le terrain était de limiter la propagation de l'incendie et d'empêcher que des équipements critiques ne provoquent des explosions secondaires. Cette situation montre que la gestion des risques fait désormais partie de la planification quotidienne à Sébastopol. Des images d'un véhicule aérien sans pilote de la direction du renseignement de la défense ukrainienne détruisant un bateau d'assaut russe en mer Noire ont été publiées le même jour. L'incident s'est produit au port de Zelezny dans la région de Kherson. La frappe a été réalisée après que la cible a été identifiée par une reconnaissance aérienne, que son itinéraire a été fixé et que la géométrie d'approche appropriée a été déterminée. Bien que le bateau soit de petite taille, ces plateformes jouent un rôle important dans la surveillance côtière, les opérations de collecte et d'extraction de drones, ainsi que dans les patrouilles de détection de mines. La neutralisation d'une telle plateforme réduit le taux de couverture des missions à faible visibilité le long de la côte. De plus, cela augmente les facteurs de risque pour les éléments d'accompagnement et rend la planification des missions plus prudente. Bien que la direction du renseignement militaire ukrainien n'ait pas officiellement confirmé le type de drone utilisé, les détails caractéristiques de l'interface de combat correspondent à ceux du système de détection de cibles typique du Bayraktar TB2. Les images de l'attaque montrent clairement un zoom électro-optique haute résolution des indicateurs de verrouillage de cibles et des marqueurs d'illumination laser. Cela suggère que des munitions guidées par laser semi-actifs ont été utilisées contre la cible. Cependant, ce qui est noteworthy ici est que le secrétariat général du ministère de la Défense a déclaré que l'attaque avait été réalisée avec un missile. Cette déclaration soulève un débat technique. La configuration standard des munitions du Bayraktar TB2 ne comprend pas de missiles, mais des bombes de petite taille de type Mamel et MEMC avec des capacités de vol plané. Le Mamel pèse environ 22 kg, possède une ogive de 10 kg et est efficace jusqu'à une portée de 8 km. Par conséquent, la possibilité qu'une arme autre que cette munition qui ne correspond pas pleinement à la définition technique d'un missile ait été utilisée est apparue. L'alternative la plus probable à ce stade est le missile Sirut, également développé par Roketsan et compatible avec le Bayraktar TB2. Ce système d'armes de haute précision d'un diamètre de 70 mm est guidé par laser semi-actif efficace jusqu'à une portée de 8 km et capable de cibler des navires. Il est donc très probable que le bateau russe détruit au port de Zelezny
ait été ciblé par un missile Sirut transporté par un Bayraktar TB2. Cependant, une autre possibilité encore plus noteworthy émerge à ce stade. Le Bayraktar TB2 pourrait avoir été équipé d'une nouvelle munition qui n'a pas encore été annoncée publiquement. Diverses affirmations suggèrent que des munitions à plus longue portée et plus efficaces ont été testées dans des opérations de précision contre des cibles navales. Malgré ces affirmations, une chose est certaine. D'un point de vue opérationnel, le message est que les missions menées avec des plateformes à faible coût à la surface de la mer ne peuvent plus être considérées comme des opérations de soutien sûr. Cette frappe a une fois de plus souligné que les approches maritimes autour de la Crimée ne peuvent pas être protégées par des mesures de sécurité passives. Par conséquent, les maillons à faible densité dans la chaîne de ciblage mer-terre restent vulnérables. Les rapports sur la destruction de la rare station Radar Karsta en Crimée ont pointé du doigt une lacune dans la couche de détection à basse altitude. Les radars de type Castor sont des systèmes portables déployés pour détecter les drones et les missiles de croisière volant à basse altitude à un stade précoce. La destruction de cette classe de radar réduit la fenêtre d'alerte précoce pour les éléments de défense aérienne à courte portée. Lorsque la fenêtre d'alerte précoce se rétrécit, la séquence de détection, d'identification et d'engagement est perturbée, augmentant la probabilité d'une réponse tardive. Compte tenu de l'intensité des menaces à basse altitude dans le schéma d'attaque autour de la Crimée, l'impact de ces lacunes est amplifié. La perte de radar oblige les unités déployées à s'appuyer davantage sur des capteurs passifs et des avertissements visuels jusqu'à ce que des remplacements soient disponibles. Cela entraîne des cycles de sécurité plus longs et une intensité accrue de la surveillance qu'il s'agisse de jour ou de nuit. De plus, il peut être nécessaire de retirer des systèmes d'autres zones pour compenser des pertes de radar. Cette pression affaiblit également les couches de défense en dehors du Sud. Le renseignement de défense ukrainien a publié une autre image frappante de la Crimée. Une analyse avancée et une vérification OSINT indiquent que la cible était le radar 48LC Yenisei, faisant partie du système moderne S-500 de la Russie. Le Yenisei était un radar d'alerte précoce spécifiquement développé pour les missiles hypersoniques et les cibles à faible section radar. Il n'était pas seulement un composant clé de la défense aérienne russe, mais aussi un maillon critique dans la chaîne de commandement et de contrôle. En d'autres termes, il était plus qu'un simple radar, c'était le centre névralgique de tout un réflexe de défense. Les détails de l'attaque restent flous, mais il est connu que l'antenne radar a subi des dommages physiques et que le système a été complètement désactivé. Sur une des autoroutes occupées de Zaporizhia, une batterie de défense aérienne S-300, accompagnée de mitrailleuses, était stationnée avec ses filets de camouflage en place. Le véhicule de lancement avec ses deux tubes de lancement pointés vers le ciel attendait une menace approchante. Cependant, la menace n'était pas un avion voyageant à la vitesse du son, mais un ennemi silencieux et glissant un drone de reconnaissance appartenant au groupe Lazar. Le drone a verrouillé la cible à l'aide de caméras thermiques. Des algorithmes de ciblage précis ont identifié le compartiment des munitions du véhicule. Il a ensuite largué sa charge explosive. Après quelques secondes de silence, le lanceur massif a explosé. Les missiles ont détonné dans un effet domino, projetant une colonne de feu dans le ciel. Non seulement la plateforme, mais aussi les munitions qu'elle transportait ont été anéanties. Dans les images, le lanceur avait été réduit à un amas de métal tordu. Les véhicules environnants ont été endommagés. L'état de l'équipage reste incertain. La signification symbolique de cette attaque était qu'un système d'une valeur de 40 millions de dollars pouvait être détruit par des systèmes sans pilote d'une valeur de quelques milliers de dollars. L'architecture d'attaque de l'Ukraine a évolué vers une structure centrée sur le réseau qui intègre la chaîne d'observation de ciblage et de frappe. Les drones de surveillance, les données open source et le renseignement de signaux sont combinés pour créer des images de cibles en temps réel. Cette image est assortie d'un modèle de patience qui permet aux opérateurs d'attendre le bon moment. Le fait que l'élément de frappe soit principalement peu coûteux et sacrifiable ne rend pas les tentatives coûteuses. L'évaluation des dommages après la frappe est utilisée comme paramètre pour sélectionner la prochaine cible. Ce cycle entier peut être effectué dans plusieurs théâtres le même jour. En conséquence, la défense est sous pression pour décider où prioriser. Le déplacement des radars et des systèmes à courte portée face au théâtre crée de nouvelles opportunités pour l'attaquant. Rester stratégiquement peu coûteux permet un ciblage audacieux au niveau tactique. Ainsi, pour l'attaquant, rester peu coûteux stratégiquement permet un ciblage audacieux au niveau tactique.
Ainsi, le multiplicateur de rentabilité continue de basculer en faveur de l'attaquant. La structure en couche de la défense aérienne russe en Crimée repose sur un schéma dense sur le papier, mais des lacunes se creusent dans la pratique. La couche des systèmes S-300-400 a une géométrie plus susceptible de manquer les petites cibles qui peuvent rapidement descendre à basse altitude. Les éléments à courte portée de classe Panzer et Tor épuisent rapidement leurs munitions dans des environnements multicibles. Les pertes dans le réseau radar obligent à une coordination interbatterie plus fréquente par des décisions manuelles. Cette situation peut entraîner des retards dans la correspondance opérateur-système et des tentatives d'engagement inutiles. Les mesures de guerre électronique réduisent l'efficacité des drones dans certaines bandes de fréquences, mais elles restent limitées contre les systèmes utilisant le saut de fréquence et la navigation autonome. Des ressources supplémentaires doivent être allouées pour protéger les lignes de câbles de secours et les générateurs. Cette allocation de ressources retire des éléments qui pourraient être utilisés sur les lignes de front. L'infrastructure entrelacée avec les réseaux civils autour de la Crimée rend le ciblage et la protection plus complexes. En pratique, la défense est forcée de rester en état d'alerte élevé chaque nuit. Le tumulte social et psychologique a duré bien plus longtemps que les explosions elles-mêmes. Les civils vivant en Crimée ont été forcés de se réveiller à 2 alarmes différentes en l'espace de 30 minutes. La première était l'avertissement classique que les systèmes de défense aérienne avaient été activés. La seconde était celle des sirènes d'incendie annonçant la propagation des flammes. Cette double menace qui venait avec la nuit a laissé les habitants sans défense face aux dangers du ciel et à la panique qui se répandait au sol. Après tout, depuis 2018, le Kremlin avait construit un récit de parapluie de sécurité pour ceux vivant en Crimée. Cependant, les explosions ont percé ce parapluie à la fois physiquement et symboliquement. Désormais, les gens ont peur non seulement des bombardements, mais aussi du système lui-même. La télévision d'État a déroulé le scénario classique ce même matin. Les systèmes de défense ont fonctionné avec succès. Aucune cible n'a été touchée. Cependant, cette déclaration contredisait les colonnes de fumée s'élevant dans le ciel depuis différentes villes de Crimée. Les preuves visuelles ont invalidé les déclarations officielles et la perception que le Kremlin cache la vérité a commencé à gagner du terrain parmi la population criméenne. Plus frappant encore est la composition démographique de cette population. Une part importante des 2 de 3 millions de personnes vivant sur la péninsule aujourd'hui sont des civils qui ont été relocalisés depuis la Russie après 2014. Pendant des années, le Kremlin a dit à ce groupe qu'ils étaient en sécurité ici. Cependant, les alarmes, la fumée et les routes fermées ont brisé ce sentiment de sécurité. Le scénario le plus grave discuté en coulisses est une nouvelle vague de migration. Certains des habitants venus dans Crimée ont déjà commencé à dire « Si nos maisons ne sont pas sûres, retournons dans un endroit loin de la guerre ». Selon des rapports dans la presse, de nombreuses familles d'officiers sont rentrées secrètement ou progressivement en Russie continentale. Selon un rapport de la chaîne allemande Deutsche Welle, citant des sources diplomatiques, Moscou a lancé un système de quotas prioritaires pour les familles du personnel de sécurité stationné en Crimée. Initialement, environ 10 000 personnes ont été ciblées pour une relocalisation à Krasnodar et Stavropol. Le réseau de partisans a rapporté que les unités de réserve BARS menaient des patrouilles secrètes en vêtements civils dans les baies de Sébastopol, que les mesures de sécurité avaient été renforcées et que l'équipement était caché. De plus, tous les jours de congé pour le personnel militaire ont été annulés. Selon une déclaration d'un agent d'Atesh directement lié au système de défense aérienne, le personnel de défense aérienne a commencé à évacuer leurs familles vers des camps militaires dans le district militaire sud. Cet ordre d'évacuation peut être vu comme un signe que la situation sécuritaire dans la région est critique. Il est allégué que l'administration russe prévoit d'évacuer environ 250 000 personnes dans une première phase, y compris les familles des militaires, les techniciens de l'industrie de la défense, le personnel des chemins de fer et des ports, les enfants et les personnes âgées. Selon une analyse publiée par Forbes Rossi, le quartier général de la flotte de la mer Noire a une charge familiale de 30 000 personnes, dont la moitié a déjà quitté entre mai et juillet 2025. En plus du personnel militaire, les Russes ordinaires sur la péninsule quittent également la Crimée. Les rapports indiquent que le nombre de citoyens russes ayant quitté la péninsule ces derniers jours a atteint 100 000. Ce nombre devrait encore augmenter à la lumière des récents développements. La signification de la Crimée pour les deux parties peut être mesurée en termes d'économie militaire et de géostratégie.
Pour la Russie, la Crimée est une porte d'entrée vers la mer Noire, une revendication de contrôle maritime régional et une plateforme avancée pour les couches A2AD. Sébastopol sert de base centrale à la flotte avec ses capacités logistiques et de maintenance. Janko et ses environs font partie intégrante de l'architecture d'approvisionnement avec leurs nœuds ferroviaires et leurs bases aériennes. Pour l'Ukraine, la Crimée est un point de levier pour réduire la pression sur le front en testant la fragilité des lignes d'approvisionnement ennemies. Augmenter le coût de la défense de la péninsule réduit la concentration des forces dans les territoires occupés. Appliquer une pression alternée sur le dos du détroit de Kerch et du corridor terrestre teste la flexibilité stratégique. Cette pression agit comme une force externe affectant l'équilibre attaque-défense sur le front sud. L'érosion du sentiment de sécurité en Crimée augmente également la perception des coûts parmi le public russe. La somme de ces paramètres confirme que la Crimée est l'un des centres de gravité de la guerre. Les attaques en Crimée ne sont pas menées uniquement pour obtenir des succès tactiques, mais aussi pour créer un levier dans l'équation des négociations. L'Ukraine concrétise son message de non-retrait sur le terrain avec des frappes peu coûteuses mais fréquentes. Cette concrétisation renforce la perception dans les canaux de soutien externes que l'investissement porte ses fruits. L'attrition des actifs navals et aériens pourrait renforcer la position de Kiev dans tout éventuel cessez-le-feu ou accord-cadre. D'autre part, le rythme intense des attaques nécessite une consommation de ressources et la continuité des lignes de production. Cette nécessité rend l'augmentation de la capacité de production nationale de drones et de munitions critique. La synchronisation des capteurs et des éléments de frappe dans les opérations autour de la Crimée restera un critère de succès. Lorsque la synchronisation s'effondre, le multiplicateur de rentabilité chute rapidement. Par conséquent, chaque nouvelle vague doit s'appuyer sur les leçons tactiques des vagues précédentes. La durabilité sera aussi décisive que la victoire tactique. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet? Vos opinions sont très importantes pour nous. Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé. Regardez.